La suite de l'après-midi se déroula sans nouvel accroc et ils quittèrent l'auberge tous ensemble. Ils marchèrent tous les quatre jusque sur le haut de Neuchâtel. Dubois et Steinmeyer poursuivèrent leur route à flanc de coteau, alors que Rosette et Henri continuèrent de monter en direction d'Angolon. Henri tenait à raccompagner sa dulcinée jusque chez elle. Arrivé à la hauteur de la ferme de Pierre-Abot, Henri s'arrêta brusquement. Rosette continua d'avancer avant de remarquer qu'Henri s'était planté à l'ombre d'un sapin. Elle s'arrêta à son tour. « Eh bien, que se passe-t-il ?»« Tu le sais parfaitement bien. » Il n'avait rien oublié. Pire, ses doutes puis sa rancœur s'étaient sournoisement développés derrière la façade de bonhomie qu'il avait fini par arborer à l'auberge. Rosette revint sur ses pas et tenta, encore une fois, de le rassurer. Mais Henri s'entêtait, ses reproches devenaient de plus en plus virulents. Plus il criait, plus Rosette sentait qu'elle ne pourrait plus lui faire entendre raison. Il perdait peu à peu contact avec la réalité et, au nom de l'idéal de pureté de leur amour, il se permettait de lui asséner les pires insanités. Il eut jusqu'à la bassesse d'exiger de Rosette qu'elle lui rende les boucles d'oreilles qu'il lui avait offertes. Jusque-là humiliée, Rosette devint exaspérée. Elle était sidérée de voir cet homme qu'elle aimait peut-être encore atteindre un tel niveau de mesquinerie. D'un geste rageur, elle décrocha ses anneaux et les claqua de la main qu'Henri lui tendait. Il ne lui inspirait maintenant que de la pitié, voire du dégoût. À l'évocation de cette violente rupture, Rosette dut rassembler ses esprits. 3 heures à peine après cette scène, elle ne savait pas encore très bien quel sentiment l'avait traversée à ce moment-là. La honte, la rage, la déception, tout s'était mêlé dans sa tête, mais toujours lui revenait l'image de cet homme, auparavant porteur d'espoir et de grandeur, tombé dans la pire vénalité. Celui-là même qui avait su la faire rêver et si bien romancer leur idylle. Les membres de la cour restaient silencieux, attendant patiemment que Rosette reprît son récit. Elle ajouta « Vous avez dû retrouver les boucles d'oreilles dans ses poches. » Le président confirma d'un signe de tête. Rosette reprit. Affligée, elle s'était assise au pied de l'arbre. Elle réfléchissait à ce qui venait de se passer, à la belle histoire qu'Henri venait de briser. Elle était triste, mais pas abattue. Elle n'avait que 21 ans et avait l'âme solide. Certes, 3 ans de relation ne s'effaceraient pas d'un revers de manche, mais elle savait qu'elle saurait rebondir. Étrangement, Rosette se sentait plus forte. Elle avait fondé tous ses espoirs d'avenir sur un homme qui venait de lui prouver qu'il n'était pas le héros romantique qu'il prétendait être. Qu'importe, la vie puis son travail à la ferme l'avaient rendu suffisamment aguerri pour lui éviter toute forme de renoncement. De son côté, Henri fut subitement stoppé dans son élan rageur par la vue de sa fiancée assise tête baissée. Ce gâchis était son œuvre. La passion qui l'avait animé un peu plus tôt l'abandonna d'un seul coup. Il se sentait perdu, empêtré qu'il était dans la nasse qu'il avait lui-même tissée. Il tenta de se rapprocher de Rosette. « Je t'ai blessé par mes reproches ?»« Oui. » Rosette releva la tête et, contrairement à ce qu'Henri pensait, son visage n'était pas défait. Elle ne pleurait pas. Son regard lui renvoyait une image de lui-même qu'il ne pouvait tolérer. Il y lut toute la réalité de son comportement, toute l'ignominie de ses insultes. Ce fut un choc pour cet homme qui pensait jouer sa vie à la manière des héros de romans dont il avait entendu parler à Berlin. Il lisait dans les yeux sévères de Rosette le reflet d'un vulgaire sous-officier emporté par l'alcool qui venait de briser son amour sur un coup de sang. Henri porta brusquement la main à son sabre qu'il dégagea de son fourreau. Rosette, incrédule, ne fit d'abord aucun geste avant de se précipiter vers lui. Trop tard. Henri s'était déjà donné un coup à la poitrine. La lame s'était plantée près du cœur. Il s'effondra en râlant. Rosette le recueillit dans ses bras, serra sa tête contre sa poitrine. En s'accolant ainsi à lui, elle évitait de voir le sang couler sur l'uniforme et elle pouvait lui parler doucement dans l'oreille. Rosette coucha Henri et déposa délicatement sa tête sur une racine. Elle courut immédiatement chercher de l'aide à la ferme de Pierre-Abot, confiant Henri au peu de vie qui lui restait. Elle revint très rapidement, suivie de la fermière et de son domestique qui apportait de l'eau et des linges. Arrivé en hâte au pied du gisant, ils le trouvèrent à peine conscient, incapable d'articuler la moindre parole. Sa respiration n'était plus qu'une espèce de râle. Le valet de ferme s'accroupit et tenta de lui faire boire un peu d'eau. Tous ses efforts étaient inutiles, et il finit par se relever, cédant la place à Rosette, afin qu'elle accompagnât son fiancé jusqu'à son trépas. Henri Gros mourut
le 28 mai 1837, par une belle fin de dimanche après-midi, dans les bras caressants de son aimé. D'aucuns disent que Goethe, en suicidant son héros dans les souffrances du jeune Werther, a causé plus de suicides que la plus belle femme du monde, et peut-être plus de morts que n'importe quelle guerre. En tout cas, l'Allemagne connaît une vague de suicides juste après la parution du roman en 1774. Alors, il n'est pas interdit de penser qu'Henri Gros fait peut-être partie de ces victimes du romantisme, du Sturm und Drang qu'il a pu découvrir lors de ses périodes de service à Berlin. Nul ne le saura jamais vraiment. Au tribunal, tout le monde restait figé. Seul le bruit du greffier grattant le papier vibrait dans l'ambiance consternée de la salle. Sa transcription achevée, il reposa sa plume à côté de l'encrier, et le silence fut complet. Au bout d'un instant, le tribunal prit la parole. « Mademoiselle, nous vous remercions d'avoir su trouver la force de nous raconter cette terrible journée. » Les membres de la cour approuvaient. Ils admiraient le courage de cette jeune femme veuve avant même d'avoir vécu pleinement son amour. « Si vous n'avez rien à ajouter, nous allons prendre des dispositions afin que quelqu'un vous raccompagne chez vous. » Tout était dit, mais Rosette demeurait statique. Elle semblait incapable de quitter le tribunal. De Perrault attendit encore un peu avant de l'interpeller délicatement. « Mademoiselle ?»« Monsieur le juge, répondit-elle, j'aurais souhaité vous demander une grande faveur. »« Bien sûr. »« Je peux récupérer les boucles d'oreilles. »